Mes amis, un instant s'il vous plaît. Observez n'importe quel diamant étincelant. Que voyez-vous? Une simple pierre inerte? Un minéral ordinaire, confiné pendant des siècles dans les profondeurs de la Terre, dépourvu de toute individualité et de toute chaleur vivante? Ou quelque chose de bien plus grand, un symbole vibrant d'amour éternel, un serment inébranlable, un rêve de bonheur incarné, la promesse d'une constance dans notre monde en perpétuel changement? Préparez-vous, car aujourd'hui, je vais lever le voile sur l'une des plus grandes mystifications de l'histoire. Ensemble, nous allons plonger dans un univers où, derrière chaque facette brillante, derrière chaque reflet trompeur, se cache non pas une simple promesse, mais un empire de mythes, un empire tissé de génie humain, d'une emprise impitoyable et, oui, imaginez, d'une soif insatiable et dévorante de pouvoir, une soif qui a fait croire au monde entier aux contes de fées d'une rareté naturelle et d'une valeur impérissable pour une pierre ordinaire, forgée non par la nature, mais par de géniales manipulations. Incroyable. Cette histoire ne commence pas dans les sombres et poussiéreuses mines où l'on extrait les diamants, ni même dans les vitrines scintillantes des bijouteries de luxe où ils sont présentés dans toute leur splendeur. Elle prend son origine dans l'endroit le plus, semble-t-il, prosaïque et inattendu. Voulez-vous savoir où? Alors, plongez dans cette saga captivante qui va bouleverser votre perception des pierres précieuses. Au cœur de chaque diamant ne scintille pas seulement la lumière, mais aussi une histoire minutieusement forgée. Une histoire créée par l'ingéniosité humaine, une stratégie impitoyable et la soif d'un contrôle absolu. C'est le récit de la géologie confrontée à la psychologie et de la beauté naturelle réinterprétée à des fins commerciales. Vous ne devinerez jamais où tout a commencé. Non, pas dans les couches rocheuses de la terre où reposent les diamants, ni dans les trésors royaux éblouissants débordant de joyaux. Tout a démarré dans un bureau poussiéreux et enfumé de l'agence de publicité N.W. Ayer & Son, perdue à Philadelphie. C'est ici même, en 1947, dans l'atmosphère de la reconstruction d'après-guerre, que l'éternité elle-même est née. Un lieu où le café refroidit dans les tasses et où l'air est électrisé par la tension de la recherche créative. L'Amérique d'après-guerre. Le pays respirait encore le poids des pertes récentes, mais aspirait déjà avidement à la renaissance, au soleil, à une vie nouvelle et meilleure. Les gens cherchaient du réconfort, de la stabilité et de l'espoir. Elles cherchaient des symboles de bonheur inébranlables, des promesses d'un avenir radieux qui pourrait guérir les blessures du passé. Le vent du changement flottait littéralement dans l'air, remplissant les poumons des gens de l'anticipation d'un nouvel avenir, d'une soif de bonheur familial, ordinaire mais si précieux. Dans le cabinet silencieux de l'agence N.W. Ayer & Son, où chaque recoin était imprégné de l'odeur d'encre d'imprimerie et de vieux papier, régnait une atmosphère d'incroyable tension créative. Parmi la pléiade d'esprits talentueux qui généraient des idées pour le marché d'après-guerre, travaillait Frances Gerety, une rédactrice discrète, peu loquace, mais étonnamment perspicace. Son nom? Il sera bientôt gravé dans l'histoire aussi solidement que les facettes des diamants, et peut-être plus encore. Sa détermination tranquille et son esprit vif la rendirent indispensable. Sa carrière, 43 ans, imaginez, fut entièrement consacrée à un seul client incroyablement puissant, le groupe de Beers. Ce n'était pas un simple service, mais un partenariat créatif épocal qui a transformé notre monde à jamais. Ce fut un mariage entre un géant industriel et un génie de la publicité, conclu dans un bureau tranquille à Philadelphie, mais qui a changé le destin de millions de personnes. De Beers avait confié à N.W. Ayer une tâche presque impossible. Il fallait revitaliser le marché du diamant qui, après la Grande Dépression et une longue guerre, s'étouffait désespérément, semblant perdre son attrait d'antan. Les diamants perdèrent de leur magie. Ils étaient aperçus comme des bibelots coûteux mais sans âme, dont la valeur était très illusoire, légère, non étayée par autre chose qu'une mode passagère. Dans l'esprit de la plupart, ils n'étaient des paliers à des valeurs profondes et fondamentales. Frances Gerety, avec son équipe soudée, se plongea tête baissée dans les profondeurs de la psychologie humaine. Ils étudièrent la nature de l'amour, du mariage, l'inconstance des désirs humains et le symbolisme profond qui anime nos cœurs et nos portefeuilles, déterminant nos actions et nos rêves. Ils cherchaient un nouveau message puissant, un message capable d'insuffler la vie dans un marché moribond comme une bouffée d'air frais, en donnant au diamant un nouveau sens profond. Ils cherchaient un lien qui ferait de cette pierre non pas un simple beau bijou, mais une partie intégrante de l'histoire humaine et du destin personnel. Jour et nuit,
Frances cherchait les mots. Des mots capables de relier cette pierre silencieuse et froide à quelque chose d'éternel, d'impérissable, de fondamental, à quelque chose qui pourrait traverser les générations et les époques. Elle feuilletait des dictionnaires, lisait des poèmes, plongeant dans l'essence même des émotions humaines, à la recherche de la formule idéale. Et puis, un soir, alors que Philadelphie était déjà plongée dans le sommeil, enveloppée dans le doux manteau de la nuit, seule la lumière tamisée et solitaire de sa lampe de bureau éclairait son cabinet. Dans un état de profonde transe créative, lorsque toutes les pensées fusionnèrent en un flux unique, une phrase apparut. 4 mots simples. Des mots qui non seulement ont changé l'industrie, mais ont transformé les coutumes culturelles de générations entières, réécrivant les lois non écrites de l'amour et du mariage. A diamond is forever. Un diamant est éternel. Ce slogan n'était pas qu'un simple coup de pub destiné à augmenter les ventes, c'était une affirmation philosophique profonde, un manifeste. Il liait le matériel à l'éternel, la pierre fragile à l'amour immuable et indéfectible, lui promettant la même résilience et la même durabilité. C'est là le secret. A Diamond is Forever devint la pierre angulaire de la stratégie de De Beers pendant des décennies. Il imprégnait chaque message, chaque campagne, comme une tige invisible mais solide qui maintient toute la structure. Et surtout, il jeta les bases d'un phénomène culturel mondial, d'une tradition qui semble aujourd'hui si ancienne, comme si elle avait fait partie de la nature humaine elle-même, existant depuis toujours. Incroyable, mais vrai. En 1999, le magazine Ad Age le nomma « meilleur slogan du XXe siècle », soulignant son influence inouïe sur la culture et l'économie. Il surpassa même des phrases cultes comme « Just Do It » de Nike ou « Think Different » d'Apple. Son influence s'étendit bien au-delà du marketing, pénétrant profondément la culture, la conscience de millions de personnes à travers le monde, comme un virus qui inocule des idées, changeant les perceptions. Le diamant devint une partie intégrante du rituel de fiançailles, dans tout le monde occidental. Une règle tacite, une tradition inébranlable. Sans lui, cette étape importante de la vie semblait tout simplement impensable, incomplète, dépourvue de véritable signification. De Beers ne vendait pas seulement des diamants, il vendait un rêve d'amour éternel, incarné dans un symbole matériel, la promesse d'un avenir solide comme la pierre elle-même. L'histoire de Beers est la quintessence du capitalisme et de sa capacité à façonner les esprits, à créer des besoins là où il n'y en avait pas. C'est une histoire qui nous apprend. L'outil le plus puissant n'est pas l'argent ni la matière première, mais la conviction. La conviction que le diamant est éternel. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'idée même de sa valeur éternelle n'est que la pointe de l'iceberg des manipulations soigneusement cachées aux yeux du consommateur? Mais l'histoire de cette éternité a commencé bien avant le bureau poussiéreux de Frances Gerety. Elle a commencé sous le soleil brûlant de l'Afrique, dans les mines poussiéreuses et lumineuses d'Afrique du Sud. À la fin du XIXe siècle, d'énormes gisements de diamants y furent découverts, des cheminées de kimberlite, cachant des richesses incalculables, des réserves apparemment insondables de trésors scintillants. La découverte des premiers grands gisements à Kimberley, dans les années 1860, engendra une véritable fièvre du diamant. Des milliers de chercheurs du monde entier y affluèrent, comme un fleuve d'or, créant le chaos, l'effervescence, l'espoir d'un enrichissement instantané et, bien sûr, la menace d'une offre incontrôlée qui pourrait faire chuter l'ensemble du marché. C'est alors, mes amis, que naquit l'idée sinistre de la nécessité du contrôle. Ces découvertes, paradoxalement, menaçaient de faire s'effondrer toute la valeur des pierres précieuses, les transformant en une ressource ordinaire. Et saviez-vous? Dans la nature, les diamants n'étaient pas vraiment rares, comme le sont, par exemple, les rubis ou les émeraudes, qui sont beaucoup moins courants. Ils étaient relativement accessibles. C'était un véritable paradoxe pour une pierre se revendiquant précieuse, car sa quantité aurait pu facilement dépasser la demande. La valeur des diamants a toujours été plus artificiellement maintenue que naturelle. Un fil ténu, tendu entre le mythe et la réalité, fragile mais solide. Et voici qu'apparaît sur scène un jeune entrepreneur britannique ambitieux, Cecil Rhodes, un homme à la poigne de fer et à la clairvoyance incroyable. Il commence méthodiquement à racheter de petites parcelles de terrain, l'une après l'autre, comme s'il assemblait un puzzle. Il ne voit pas le potentiel dans l'extraction individuelle chaotique, où chacun creuse pour soi, mais dans la mise à l'échelle et la gestion centralisée. Rhodes comprenait. Une extraction désordonnée entraînerait un effondrement des prix,
comme une avalanche balayant tout sur son passage, transformant la pierre précieuse en un vulgaire caillou sans valeur. Il rêvait d'une entreprise unique et puissante qui contrôlerait toute l'industrie, unissant tous les petits acteurs sous un même parapluie, sous son contrôle total. Ainsi, en 1888, Rhodes fonda De Beers Consolidated Mines Limited. Il unifia la plupart des mines de diamants de la région. Ce fut la première consolidation audacieuse, jetant les bases de la puissance future. Le premier pas vers une monopole qui allait changer le monde. Mais même sous Rhodes, le contrôle total de toutes les sources ne fut pas atteint. Ses successeurs continuèrent à lutte, mais le marché restait instable, sujet aux fluctuations. Au début du XXe siècle, une figure dont la clairvoyance, le génie stratégique et la cruauté ont façonné toute l'industrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, fait son entrée. Il s'appelait Ernest Oppenheimer, un juif allemand qui avait émigré à Londres. Financier, industriel, avec une volonté de faire et un esprit stratégique incroyablement aiguisé, capable de voir loin. Oppenheimer arriva en Afrique du Sud, représentant les intérêts d'une influente famille minière. Ses vues étaient plus globales, plus stratégiques que celles de ses prédécesseurs. Il ne voyait pas seulement l'extraction, mais toute la chaîne d'approvisionnement, toute la valeur. Oppenheimer croyait, le pouvoir réel réside dans le contrôle de tout le cycle. Du sol où les diamants reposent au doigt, où ils scintillent, Oppenheimer comprit la vulnérabilité fondamentale du marché du diamant. Il réalisa que l'abondance signifiait la dévalorisation, comme l'eau qui perd de sa valeur en cas d'inondation, quand il y en a trop. Sa perspicacité le conduisit à formuler le credo de Beers, qui sonnait comme un verdict pour l'ancienne liberté du marché, proclamant une nouvelle ère de contrôle. Dans les années 1910, il prononça la phrase qui devint la pierre angulaire de son empire, son commandement inébranlable, gravé dans la pierre, le seul moyen d'accroître la valeur des diamants et d'en faire une denrée rare. La suite fut encore plus décisive, comme un coup de marteau sur l'enclume, déterminant la forme du métal, c'est-à-dire de réduire leur production. Ce n'était pas un appel à l'efficacité ni à l'innovation dans l'extraction, mais à un contrôle total de l'offre. Oppenheimer ne cherchait pas à produire plus de diamants, mais à contrôler chaque pierre extraite, chaque parcelle de roche brillante arrivant sur le marché. Son objectif ? Créer une rareté artificielle indépendamment des réserves réelles. Comme si un artiste cachait délibérément ses tableaux pour augmenter leur valeur, créant un engouement. C'était un plan génial, bien que cynique, de manipulation du marché. Une grandiose partie d'échecs, où les pièces étaient des tonnes de roches diamantifères et des milliards de dollars. Il commença méthodiquement à racheter des mines et des actions de concurrents. Pas à pas, il bâtissait son empire, comme une araignée tisse sa toile mortelle, y entraînant tous ceux qui osaient être indépendants. Progressivement, De Beers, sous sa direction, acquit une position dominante, comme une pieuvre étendant ses tentacules sur tout l'océan, s'emparant du contrôle de chaque artère maritime. Au milieu du XXe siècle, Oppenheimer bâtit une monopole sans précédent. Le cœur de cette monopole devint l'Organisation centrale de vente, CSO, à Londres. Sa création dans les années 1930 fut sa plus grande réussite, l'apogée de son génie stratégique. La CSO devint non seulement un intermédiaire, mais un régulateur du flux mondial de diamants. Elle collectait les diamants de toutes les principales mines, même celles n'appartenant pas à De Beers, les forçant à vendre par son intermédiaire. Ensuite, elle les introduisait sur le marché par portions, régulant méticuleusement les volumes, créant l'illusion de la rareté. Cela permettait de stabiliser les prix, quel que soit le volume d'extraction. La CSO ne se contentait pas de vendre des diamants, elle dictait les conditions à l'ensemble du marché mondial. Grâce à la CSO, De Beers contrôlait environ 90% du marché mondial des diamants bruts. Ce fut l'un des cartels les plus totaux et les plus durables de l'histoire de l'économie mondiale. Un exemple de contrôle corporatif sur une ressource globale qui semblait inébranlable comme le granit à l'abri des forces extérieures. Les compagnies minières de diamants étaient forcées de vendre leurs pierres par l'intermédiaire de la CSO, privées de liberté de choix, comme des otages d'un système puissant. Et les acheteurs du monde entier, d'Anvers, centre de la taille, à New York, capitale de la consommation, venaient à Londres pour recevoir leurs boîtes de diamants scellés. Leur contenu ne pouvait être contesté, et refuser une boîte signifiait risquer d'être exclu du système d'approvisionnement, la perte d'accès à un produit vital. Les prix des diamants étaient fixés par De Beers et restaient incroyablement stables, ignorant toute fluctuation du marché, crise économique ou tempête politique. Cette stabilité était le résultat d'un contrôle des plus rigoureux sur l'offre.
La CSO pouvait littéralement ouvrir ou fermer le robinet d'approvisionnement en diamants sur le marché, comme un plombier régule la pression de l'eau, empêchant la chute des prix même en période d'excédent. Le système de canal unique assurait un pouvoir presque absolu sur chaque étape, de l'extraction en Afrique du Sud à la taille à Anvers et à la vente à New York. Cette structure permettait à De Beers de dicter non seulement les prix, mais aussi les volumes, mesurant soigneusement chaque étape, de gérer la perception des consommateurs, de créer une demande mondiale qui semblait naturelle et organique. Ce fut une machine finement réglée de dictature absolue du marché qui fonctionna avec une efficacité étonnante pendant des décennies. Elle survécut aux guerres mondiales, aux crises économiques et aux changements de régime politique, veillant inébranlablement sur la rareté artificielle, telle une main invisible dirigeant l'économie mondiale du diamant. Ainsi, pendant qu'Oppenheimer construisait un empire de contrôle de l'offre, gérant habilement les flux de diamants, tel un grand marionnettiste, il avait besoin de quelqu'un pour créer la demande, pour façonner les croyances culturelles, ancrer le diamant dans la conscience de chaque individu, pour allumer un feu de désir inextinguible dans les cœurs de millions, les poussant à convoiter cette pierre. C'est là que la machine publicitaire de N.W. Ayer et le génie de Francis Geraghty entrent en jeu. N.W. Ayer fut l'une des premières agences de publicité à appliquer une approche scientifique au marketing, basée sur une analyse approfondie. Elles menèrent de vastes recherches sur la psychologie des consommateurs et les tendances culturelles, étudiant ce qui motivait les gens. Elles préparaient le terrain pour une opération grandiose, comme un jardinier prépare la terre pour une plante exotique, créant les conditions idéales pour sa croissance. Avant le début de la campagne de Beers, dans les années 1930, le marché des bagues de fiançailles était complètement différent. Beaucoup plus modeste, diversifié, sans aucun symbole dominant. Aux États-Unis, seulement environ 10% des bagues de fiançailles contenaient des diamants. Elles n'étaient qu'une option parmi tant d'autres. D'autres pierres précieuses, des perles ou de simples bagues en or étaient bien plus répandues, n'ayant rien à envier aux diamants en signification symbolique, possédant leur propre beauté et leur propre sens. Les diamants n'étaient tout simplement pas solidement associés à l'amour romantique ou aux fiançailles. Ils étaient principalement utilisés comme un signe de statut, un article de luxe pour l'élite, une démonstration de richesse, mais pas comme un symbole de l'union de deux cœurs. Imaginez à quel point la réalité était différente avant que De Beers ne la réécrive. La tâche confiée à N.W. Ayer par De Beers était d'une clarté cristalline, augmenter les ventes de diamants aux États-Unis. Mais pas de manière directe, pas par une imposition agressive, mais par la création d'une nouvelle valeur culturelle profondément enracinée. La campagne de Beers n'était pas seulement une publicité, mais une opération psychologique de grande envergure, visant à enraciner profondément le diamant dans la conscience comme un symbole universel d'amour et de mariage, une partie intégrante du parcours de vie. Ils finançaient des articles dans des magazines sur des célébrités portant des diamants, créant un effet d'imitation et d'envie. Ils créaient des images de stars hollywoodiennes avec des diamants dans des films, comme s'ils les intégraient au code culturel de la nation, les rendant partie de l'idéal accepté. Ils diffusaient l'information. Le diamant n'est pas qu'un bijou, mais un attribut obligatoire des fiançailles. Sans lui, l'événement serait incomplet, comme s'il manquait une partie importante du rituel. La publicité de Beers ne vendait jamais un diamant spécifique ou un magasin afin de ne pas lier la pierre au commerce. Elle vendait une idée, un rêve, l'éternité, associée à cette pierre qui en elle-même semblait au-dessus de l'ordinaire. Le slogan « A diamond is forever » n'était pas de simples mots, mais la quintessence de cette stratégie, son noyau philosophique. Il liait la pierre non pas à la richesse, mais à des concepts émotionnels profonds. Persévérance, immuabilité, fidélité, amour éternel, tout cela devint inextricablement associé au diamant, en faisant l'incarnation matérielle des sentiments les plus purs. Les campagnes publicitaires de Beers ne montraient pas les diamants en gros plan, afin de ne pas focaliser l'attention sur l'aspect matériel. Au lieu de cela, elles dépeignaient des scènes romantiques, des couples heureux, des moments idéalisés, où le diamant était toujours un arrière-plan, un symbole, et non un objet à vendre, pour détourner l'attention du prix. Cela créait le sentiment que vous n'achetiez pas une pierre, mais un symbole de votre amour, de votre engagement, une parcelle de rêve. L'opération psychologique de Beers était multiforme et exhaustive, pensée dans les moindres détails. Ils créèrent une « éducation au diamant », parlant des 4 C, taille, couleur, pureté, carat,
donnant aux acheteurs un sentiment d'expertise et de valeur de l'achat, comme s'il leur révélait les connaissances secrètes d'anciens maîtres, les rendant complices du rituel. La campagne fut une magistrale leçon d'ingénierie culturelle, de modification de la conscience collective. Ils parrainèrent des émissions de radio, des films qui montrèrent des diamants dans le contexte de la romance et du bonheur familial. Ils créèrent une pression implicite à travers des récits et des images culturelles qui pénétraient chaque foyer. On inculquait aux jeunes gens que le diamant était le seul symbole digne de fiançailles, la preuve de la sincérité des intentions. C'était un signe de maturité et de sérieux des intentions, de la volonté d'assumer des responsabilités. En 1990, grâce aux efforts sans précédent de Beers, le chiffre avait radicalement changé. Choc! 80% de toutes les bagues de fiançailles aux États-Unis étaient désormais ornées de diamants. C'était une preuve accablante du succès de leur conception stratégique, le triomphe d'une campagne méticuleusement planifiée. Le diamant, d'un simple minéral, s'était transformé en un impératif culturel, une partie intégrante du rêve américain de famille heureuse, un symbole désiré de statut et d'amour. La véritable valeur d'un diamant n'est pas sa dureté ou sa rareté, mais le récit culturel, soigneusement construit et implanté dans la conscience collective. N'est-il pas étonnant de voir à quel point le marketing peut pénétrer profondément nos âmes, façonnant nos désirs les plus intimes? Mais l'une des tactiques les plus insidieuses, et pourtant incroyablement efficace, fut la règle des 2 mois de salaire. L'idée de dépenser 2 mois de salaire pour une bague fut habilement implantée, comme un fil fin mais solide dans le tissu de la conscience publique, devenant une partie intégrante de l'attente. Cela créait une puissante barrière psychologique, un certain seuil financier. Cela fixait un prix élevé à l'amour, transformant l'achat en un acte de sacrifice de soi, presque un rituel, qui prouvait la sincérité des sentiments. Dans la publicité des années 1980, cette idée fut exprimée avec une clarté et une impudence extrêmes, ne laissant aucune place au doute. Elle défiait le bon sens, s'adressant directement au portefeuille masculin. Vous seriez stupéfait de voir à quel point c'était audacieux et génial. 2 mois de salaire, n'est-ce pas un petit prix à payer pour l'éternité? Cette phrase non seulement justifiait le coût élevé du diamant, mais renforçait aussi la valeur du cadeau, le rendant encore plus significatif. Elle sous-entendait qu'un amour véritable exigeait des sacrifices importants, tant financiers qu'émotionnels. La règle des 2 mois devint une norme tacite, transmise de génération en génération, tel un ancien rite gravé dans la pierre que personne n'osait contester. Les hommes ressentaient une pression sociale pour se conformer à cette norme, craignant d'être considérés comme pas assez aimants, avares ou peu sérieux. Les femmes attendaient un tel sacrifice comme preuve de sincérité des sentiments, comme mesure de dévotion et de volonté de vivre une vie commune. Cette tactique fut un coup de génie pour maintenir artificiellement des prix élevés. Pour lier le retour financier à la valeur émotionnelle, créant un lien indissociable entre l'argent et les sentiments. Ainsi, De Beers augmenta avec succès le coût moyen des bagues de fiançailles, transformant l'acte d'achat en un rite d'initiation, une sorte d'épreuve. Une épreuve de courage, de générosité et de sérieux des intentions, jetant les bases de leur puissance financière. Ils utilisèrent leurs profits pour investir dans d'autres industries, renforçant leur puissance financière, comme des bâtisseurs d'un empire financier qui s'étendait bien au-delà des diamants. L'étendue de la domination mondiale de De Beers s'est propagée bien au-delà du monde occidental, et leur prochaine cible, véritablement grandiose, fut le Japon. Un exemple particulièrement frappant est la campagne au Japon, où le terrain culturel était complètement différent, comme venant d'une autre planète, exigeant une approche entièrement nouvelle. Dans les années 1960, il n'existait pratiquement pas de tradition d'offrir des bagues de fiançailles au Japon. La culture était tout à fait différente, l'accent étant mis sur d'autres rituels de mariage, sur les liens familiaux et les traditions, qui n'incluaient pas les diamants. Les diamants, ils ne jouaient aucun rôle, étaient étrangers à la culture japonaise, n'avaient aucune signification symbolique. De Beers lança sa campagne publicitaire au Japon en 1967. Il devait non seulement changer les préférences, mais créer une tradition de toutes pièces, ce qui semblait, tout simplement impossible, absurde, contraire aux coutumes séculaires. Avant 1967, les fiançailles au Japon consistaient souvent en un échange de cadeaux symboliques ou en des rencontres familiales où les détails du mariage étaient discutés. Mais De Beers adapta ses messages, liant le diamant à l'idéal romantique occidental qui était particulièrement attrayant pour la génération d'après-guerre, désireuse de modernité, d'un nouveau mode de vie.
Ils dépeignaient dans leur publicité des couples japonais modernes et cosmopolites, vivant à l'occidental, ce qui était à l'époque très désirable et à la mode. Ce fut une expérience culturelle audacieuse qui dépassa toutes les attentes, même les plus téméraires. Ils utilisèrent des mannequins locaux pour rendre la publicité plus proche et compréhensible pour le public cible. L'accent était mis sur l'unicité, la rareté et la solidité des liens matrimoniaux, sur l'universalité de l'amour qui transcende les frontières culturelles. En 1981, seulement 14 ans après le début de la campagne, incroyable. Le résultat était stupéfiant. Déjà 60% des fiancées japonaises recevaient une bague en diamant comme cadeau de fiançailles. Ce n'était pas seulement une conquête de marché, mais une véritable transformation culturelle. De Beers démontra sa capacité à réécrire les coutumes sociales de nations entières, prouvant qu'avec le bon marketing, on peut créer n'importe quelle tradition, aussi étrangère qu'elle puisse paraître au départ. L'absence de toute tradition antérieure rendit ce succès encore plus significatif, montrant la puissance de leur influence. De Beers prouva en fait qu'il pouvait créer une demande culturelle à partir de rien. Ce fut le triomphe du marketing sur les coutumes et croyances établies, la preuve de ses possibilités illimitées. Leurs efforts visaient à ancrer le diamant comme un symbole universel, symbole d'amour, de statut, de bien-être et, bien sûr, d'éternité. Ils promurent également activement les diamants pour d'autres occasions que les fiançailles. Par exemple, comme cadeau d'anniversaire, de naissance, des bijoux éternels, élargissant le marché et ancrant le diamant comme un symbole universel de célébration de tout événement significatif. L'expansion du marketing de Beers vers de nouveaux marchés, tels que la Chine et l'Inde, a poursuivi cette tendance, avec la spécificité des campagnes publicitaires adaptées à chaque contexte culturel, tenant compte des particularités locales. De Beers a su influencer le design de bijoux, la mode et même l'industrie cinématographique, façonnant les perceptions mondiales de la richesse et du statut, tels des chefs d'orchestre invisibles jouant sur les cordes des désirs humains. Aujourd'hui, avec le recul, nous ne voyons pas seulement des pierres étincelantes, mais aussi les fantastiques résultats financiers de cette grandiose opération. Le chiffre d'affaires annuel du marché mondial des bijoux en diamant dépasse 80 milliards de dollars américains. C'est un marché que De Beers n'a pas seulement conquis, mais a de fait créé à partir de rien, à partir d'un mythe. Ils l'ont fait par peur. Peur que leurs pierres précieuses perdent leur valeur. Peur de l'abondance et de la dévalorisation, qui a engendré une industrie aux proportions colossales dont les profits se chiffrent en milliards. Cette industrie a été soutenue pendant des décennies par une rareté artificielle et un marketing des plus puissants. De Beers a réussi à transformer un fait géologique en un mythe économique et culturel. Le mythe de la rareté, de l'éternité, d'une valeur qui n'est pas sujette au temps, comme gravée dans la pierre. Ils ont créé un système qui se nourrissait lui-même, multipliant la demande et contrôlant l'offre, tel un moteur infatigable fonctionnant sans arrêt. Cependant, rien n'est éternel, même les empires les plus puissants et les illusions les plus brillantes. Le contexte actuel montre que la monopole de Beers s'est affaiblie. Aujourd'hui, il ne contrôle plus qu'environ 35% du marché mondial. Cette chute significative par rapport aux 90% qu'il détenait pendant des décennies démontre que même les structures les plus solides peuvent être minées, et les conséquences à long terme d'un tel contrôle sur la concurrence se font encore sentir, affectant toute l'industrie. Les raisons de cet affaiblissement sont multiples et elles reflètent un monde en mutation et une mondialisation qui ont apporté de nouveaux défis. La découverte de nouveaux gisements de diamants échappant au contrôle de Beers a miné le système de la CSO, comme une fissure dans un mur monolithique menaçant son intégrité. De nouveaux concurrents sont apparus, défiant la domination de Beers et ne voulant pas jouer selon les anciennes règles. Il s'agit en premier lieu de la société minière russe de diamants Alrosa, devenue le plus grand producteur de diamants au monde en volume, possédant d'énormes réserves. Alrosa a refusé de jouer selon les règles de Beers, opérant indépendamment du système de canal unique, rompant sa cohérence. Son modèle d'affaires était différent, ce qui a affaibli l'influence du canal unique, comme en coupant un câble vital alimentant tout le système. De nouveaux acteurs majeurs du Canada et d'Australie sont également apparus, comme la mine d'argile, qui ont apporté de la concurrence dans l'extraction et la commercialisation des diamants bruts, offrant de nouvelles routes d'approvisionnement. Ces entreprises ont brisé la structure monolithique du contrôle de Beers, qui avait survécu aux guerres mondiales et aux crises, et ont introduit la concurrence dans l'extraction et la commercialisation des diamants bruts, modifiant tout le paysage du marché.
De plus, les diamants de laboratoire sont apparus sur la scène. Ces pierres sont chimiquement, physiquement et optiquement identiques aux diamants naturels. Elles sont impossibles à distinguer sans équipement spécialisé, mais elles sont produites dans un environnement contrôlé et sont significativement moins chères, offrant une alternative plus accessible. Les diamants de laboratoire représentent une menace directe pour le mythe de la rareté, si longtemps cultivé par De Beers. Ils remettent en question la conception séculaire de unicité naturelle que De Beers avait si soigneusement cultivée, affirmant que seule la pierre naturelle avait une véritable valeur. La technologie de production des diamants de laboratoire s'améliore constamment et la qualité devient indifférenciable des pierres naturelles pour un non-expert, les rendant de plus en plus attrayants. Les consommateurs deviennent de plus en plus informés et ouverts aux alternatives. Cela concerne particulièrement la jeune génération qui valorise l'éthique et la durabilité, prêtant attention non seulement à la beauté, mais aussi à l'origine. L'histoire des diamants de la guerre et des pierres de conflit sape également l'image de l'industrie, poussant à la recherche de solutions plus transparentes et durables, telles que les diamants éthiques et les diamants sans conflit. Par exemple, le processus de Kimberley. De Beers a dû reconnaître leur existence et même commencer à les vendre, tentant de se repositionner en tant que marque, sauvant sa réputation et s'adaptant aux nouvelles réalités. La monopole de Beers, bâtie sur la rareté, a été confrontée à la réalité de l'abondance. Le marché s'adapte et même les illusions éternelles ne sont pas à l'abri du changement. De Beers doit repenser sa stratégie marketing pour rester pertinente. Aujourd'hui, il tente de souligner l'unicité et l'héritage des diamants naturels, alors qu'ils ont eux-mêmes créé le mythe de la rareté, ce qui semble assez ironique. Aujourd'hui, De Beers s'efforce de se repositionner en tant que marque en mettant l'accent sur l'origine naturelle et le mysticisme de la Terre, sur son histoire de plusieurs milliards d'années. Cependant, le pouvoir de leur monopole a disparu et le marché est devenu plus fragmenté, et leur réaction aux nouvelles découvertes de gisements est devenue moins agressive, plus conciliante. Ils participent également activement à des projets caritatifs et sociaux, tentant de restaurer leur image à l'ère de la transparence, ainsi qu'à la lutte contre le problème des diamants non certifiés. À votre avis, pourront-ils retrouver leur grandeur passée dans un monde nouveau et changé? L'histoire de Beers est une épopée de pouvoir, de marketing et de psychologie humaine la plus profonde. C'est l'histoire de la façon dont une entreprise a réécrit les règles de l'amour et de la valeur, modifiant les codes culturels de nations entières. Comment l'ingéniosité humaine est capable de créer de la valeur même là où la nature ne l'a pas fournie en abondance si la perception est gérée correctement. Les diamants, autrefois considérés comme de simples pierres, sont devenus une partie intégrante de notre code culturel, un symbole sans lequel il est difficile d'imaginer certains événements. C'est un phénomène qui démontre comment le marketing peut façonner la réalité elle-même, transformant des idées en vérités acceptées. Comment l'histoire d'une pierre devient l'histoire de toute une époque, de tout un siècle, nous influençant tous. Chaque diamant étincelant sur une main porte aujourd'hui la trace invisible de Frances Geraghty, qui a posé l'idée d'éternité, insufflant la vie à la pierre. Et l'empreinte sombre d'Ernest Oppenheimer, qui a créé une machine de contrôle total du marché, capable de dicter les règles au monde entier. Et aussi l'influence de Cecil Rhodes et de sa première consolidation, qui a jeté les bases de cet empire. Dans l'histoire de Beers se sont entremêlés la cupidité, le génie et l'ingénierie culturelle qui ont influencé le design de bijoux, la mode et même l'industrie cinématographique, comme des filles dans une tapisserie complexe que nous voyons, mais dont nous ne comprenons pas toujours le motif. Aujourd'hui, le marché des diamants est à un carrefour, tel un navire sans boussole cherchant un nouveau cap dans un océan de changements déchaînés. Comprendre cette histoire nous permet de jeter un regard critique sur nos propres désirs, sur les valeurs que nous tenons pour acquises, car la valeur que nous voyons dans les pierres est souvent le reflet de nos propres aspirations, de nos espoirs et de nos attentes, et non de leur véritable essence naturelle. De Beers ne vendait pas seulement des diamants, il vendait un rêve d'amour éternel, incarné dans un symbole matériel, accessible à tous. L'histoire de Beers est la quintessence du capitalisme et de sa capacité à façonner les esprits en nous convainquant de ce dont nous avons réellement besoin. Une histoire qui nous apprend. L'outil le plus puissant n'est pas l'argent, mais la conviction que le diamant est éternel. Et aujourd'hui, nous sommes face à un choix. Continuer à croire à cette brillante illusion, à suivre des traditions imposées,
ou prendre conscience du véritable code de la richesse qui se cache derrière l'éclat ostentatoire, derrière le rideau des astuces marketing. Il est temps de regarder les diamants non seulement avec les yeux des amoureux rêvant d'un amour éternel, mais aussi avec un regard critique et perspicace, pour comprendre à quel point le marketing peut pénétrer le tissu même de notre culture, façonnant nos idées sur ce qui est important, et réaliser que la véritable éternité, peut-être, ne se cache pas dans les pierres, mais dans nos actions, dans nos décisions conscientes, dans la sincérité de nos sentiments, dans notre capacité à voir à travers les illusions créées, à distinguer l'éclat du mythe du rayonnement de la vérité. L'histoire de De Beers est un appel à la réévaluation des valeurs dans un monde où les vieux mythes sont encore puissants et continuent de nous influencer. Un appel à comprendre que la véritable valeur peut être bien plus personnelle que ce que dicte la publicité, et que les cadeaux les plus précieux sont ceux qui ne se mesurent pas en 2 mois de salaire, mais en l'éternité véritable et non fabriquée des sentiments humains, en des actions qui ne nécessitent pas de preuves financières. Regardez à nouveau la pierre étincelante, et vous verrez non seulement la lumière, mais aussi l'ombre de l'histoire pulsant sous ses facettes. Une histoire qui attend d'être racontée, une histoire qui nous apprend à distinguer l'éclat de la vérité du rayonnement de la manipulation, nous permettant de prendre des décisions plus conscientes. Et dans cette connaissance, peut-être se trouve notre propre, nouveau code de la richesse. Un code qui nous libère des illusions éternelles et nous conduit à la vraie valeur, à la compréhension de ce qui est vraiment important. Comprendre cette histoire nous permet de jeter un regard critique sur nos propres désirs, car la valeur que nous voyons dans les pierres est souvent le reflet de nos propres aspirations et non de leur véritable essence naturelle. De Beers a créé non seulement un marché, mais toute une philosophie de vie, une philosophie qui continue de nous influencer aujourd'hui, façonnant nos attentes. Il est temps de déchiffrer ce code de la richesse et de le réécrire à notre manière, en réalisant que notre propre valeur ne dépend pas de la pierre, mais de notre capacité à voir la vérité à travers l'éclat des illusions, et d'agir en accord avec cette vérité, en créant notre propre éternité authentique basée sur la sincérité. Derrière chaque facette d'un diamant se cache non seulement la lumière, mais aussi l'ombre du génie humain. Une ombre qui nous rappelle le pouvoir de la persuasion et des illusions, la facilité avec laquelle la perception de la réalité peut être modifiée, et le fait que même les mythes les plus brillants finissent par se heurter à la réalité, perdant leur pouvoir. Que restera-t-il quand l'éclat s'estompera? Ne restera-t-il qu'une pierre ou quelque chose de plus grand que nous y avons nous-mêmes mis? C'est la question que chacun devrait se poser en regardant un diamant, et comprendre. La véritable valeur n'est peut-être pas dans son coût, mais dans l'histoire que nous lui attribuons, et dans la signification que nous lui donnons, le rendant vraiment précieux pour nous-mêmes.